voici aujourd'hui la vidéo règle d'Horreur à Arkham, un jeu de coopération de 1 à 8 joueurs à partir de 14 ans. C'est un jeu de plateau de Richard Lonius et Kevin Wilson, édité par Edge et Fantasy Flight. Au niveau du matériel, tout d'abord un grand plateau de jeu, il vous faudra une très grande table pour pouvoir le placer, car effectivement il y aura aussi beaucoup de matériel à placer autour de ce plateau, donc prévoyez assez large. C'est un plateau qui représente une petite ville des États-Unis qui s'appelle la ville d'Arkham, sur laquelle nous allons jouer. Il y a aussi une zone périphérique ici, un niveau de terreur, et ici sur le côté, différents mondes parallèles sur lesquels les joueurs pourront, dans lesquels les joueurs pourront aller et revenir. Ensuite, on va trouver 16 feuilles de personnages, donc vous allez pouvoir soit les mélanger et les distribuer au hasard entre les joueurs, ou sinon, sur une première partie, chacun peut choisir son personnage en fonction de la photo par rapport à ce qui lui plaît. Sur ces feuilles de personnages, il va y avoir bien sûr le nom du personnage, un peu son statut, sa santé mentale, sa résistance, des capacités spéciales qui sont inscrites ici, ainsi que des valeurs qui vont pouvoir bouger au fur et à mesure de la partie. Une fois que vous avez reçu votre feuille de personnage, vous allez prendre des jetons cerveau et des jetons cœur en fonction de votre santé mentale et de votre résistance. Effectivement, ça va représenter des points que vous allez peut-être perdre ou regagner au fur et à mesure du jeu, mais par contre, vous ne pourrez jamais en cours de partie dépasser les valeurs marquées sur votre feuille. C'est votre maximum. Donc là, par exemple, Monterey Jack reçoit 3 de santé mentale et 7 de résistance. Il y a effectivement des jetons avec des 3 de marqués dessus et des jetons avec rien de marqué dessus qui valent 1 point. Vous recevrez aussi des petits jetons comme ceci qui vous permettront de noter en fait les différentes compétences que vos personnages vont avoir. Effectivement, au fur et à mesure du jeu, vous allez pouvoir bouger ensuite ces compétences d'un côté ou de l'autre à chaque début de manche. En début de partie, vous placez ces jetons où vous le souhaitez. Je vous conseille de les placer sur des valeurs plutôt moyennes. Donc là, par exemple, je pourrais décider de lui mettre 2-2, 3-2 et 3-3. Alors, vous remarquerez que les compétences vont par 2 et que les chiffres augmentent pour une alors qu'ils baissent pour l'autre. Effectivement, plus vous aurez par exemple de vitesse, moins vous serez discret, plus vous serez discret, moins vous irez vite. Donc voilà, il va falloir choisir en fonction de ça. La vitesse va permettre de se déplacer sur le plateau de jeu de case en case. Le chiffre correspond au nombre de cases. La discrétion va vous permettre d'échapper aux monstres. La vigueur vous permettra de combattre les monstres ou de fermer des portails. La volonté vous permettra de résister à la frayeur que vous feront les monstres que vous allez rencontrer. Le savoir vous permettra de lire des livres magiques. La chance vous permettra d'échapper à certaines situations. Ensuite, vous allez vous occuper des possessions fixes. Alors, on va commencer par l'argent. Normalement, tout le monde a un petit peu d'argent. Donc, par exemple, 7 $. Il y a des coupures de 1, 5 et 10 $. Chacun va recevoir l'argent qui est marqué sur sa feuille. Donc là, par exemple, 7 pour ce personnage et 7 pour celui-ci. Ensuite, nous avons les jetons indices. Certains personnages recevront des pions indices en début de partie, c'est marqué sur leur possession fixe. Donc celui-ci, par exemple, en reçoit 1 et ce personnage en reçoit 2. Pendant que nous en sommes aux jetons indices, on va aussi en placer sur le plateau de jeu, aux endroits où il y a un diamant rouge de dessiné comme ceci sur les lieux. Quand il y a un diamant vert, on n'en place pas. Sur le plateau, il y a 11 endroits où vous devrez placer un jeton indice en début de partie. Ensuite, vous passerez à la distribution des cartes spéciales. Il y a des cartes objets communs, où il y a un revolver de dessiné au dos. Il y a des cartes objets uniques, qui ont, comme ceci, une étoile de dessiné. Il y a des sorts, il y a des compétences, et enfin, il y a des personnages qui seront des alliés, et qu'on pourra éventuellement recevoir. Mais en début de partie, ça va être surtout dans ces 4 paquets que vous allez devoir piocher des cartes. Si c'est marqué en possession fixe, il vous faudra des objets spécifiques. Donc par exemple, pour ce personnage, il y a marqué 2 objets communs, un fouet et un revolver. On va donc prendre le paquet et chercher le fouet et le revolver. Donc là j'ai le fouet et le revolver que je vais pouvoir donner à ce personnage. On va demander ainsi à tous les autres joueurs s'ils ont aussi des objets spécifiques à recevoir de ce paquet.
Une fois que chacun a reçu toutes ses possessions fixes, on passera aux possessions aléatoires, où cette fois-ci on tirera sur le dessus du paquet, en fait, au hasard, les possessions aléatoires. Par exemple, pour ce personnage, il a le droit à une compétence, c'est-à-dire une carte comme ceci, ainsi que 2 objets uniques, ce sont 2 cartes comme ça. Les joueurs disposeront les cartes reçues face visible à côté de leur plateau, et enfin ils vont recevoir leur pion de personnage correspondant au dessin qui est dessus, ainsi qu'un petit socle pour pouvoir le placer par-dessus, et on va regarder sur la feuille de personnage où est sa maison, et c'est là où il va débuter le jeu. Donc là par exemple, ce personnage commence à la boutique de souvenirs. Chaque joueur pourra aussi lire la capacité spéciale de son personnage qui est marquée ici. Donc par exemple, l'archéologue a la capacité archéologie qui lui permettra de piocher une carte de plus à chaque fois qu'il pioche des cartes objets uniques et d'en défausser une après avoir choisi lesquelles il garde. Donc ça marche dès le début du jeu, donc au moment où ce joueur a reçu par exemple ses possessions aléatoires, il devait recevoir 2 objets uniques qu'il a déjà placés ici, et bien en fait il va en piocher une de plus, une troisième, et il va pouvoir choisir les 2 qu'il va garder en fait en rejetant une sous le paquet de cartes objets uniques. Une fois que chacun a donc reçu ses personnages, on va placer sur le côté les différents paquets de cartes que vous pourrez piocher au fur et à mesure du jeu, les 5 dés qui se trouvent dans le jeu, ce sont des dés normaux, ainsi que les réserves de pions. Mais ce n'est pas tout, car vous allez trouver aussi d'autres cartes spéciales qui ont le même format que les cartes d'objets. Nous avons des cartes bénédiction et malédiction que l'on va disposer à côté du plateau de jeu. Nous avons aussi des cartes acompte qui se présentent comme ceci, recto verso dessiné acompte. Nous avons des cartes avec un dos bleu comme ceci, qui seront des cartes membres de la loge du crépuscule d'argent. Ce sont aussi des cartes spéciales qu'on laissera de côté pour le moment. Des cartes avec un dos blanc qui sont des cartes pré-bancaires. Et enfin, 3 cartes spéciales avec un dos gris comme ceci, qui seront les cartes correspondant à l'adjoint du shérif et qui sont aussi pour le moment laissées de côté. Ensuite, vous allez trouver des grands paquets de cartes, avec des cartes plus importantes que celles des objets. Nous avons des cartes portail et des cartes mythes, avec cette espèce de truc monstrueux de dessiné dessus. On va bien mélanger ces 2 paquets et les poser face cachée à côté du plateau de jeu. Mais ce n'est pas tout, vous allez aussi trouver des grandes cartes avec un dos correspondant aux différentes couleurs des quartiers que l'on va trouver dans la ville. Effectivement, là par exemple, il y a le quartier résidentiel qui est en rouge, et bien il y aura des cartes rouges qui seront associées à ce quartier. On va donc disposer ces paquets en tas, face cachée, sur le côté du jeu, les uns à côté des autres. Puis nous avons un stock de jetons portail, comme ceci, qu'on va mettre face cachée et qu'on va bien mélanger avant de les disposer en tas à côté du plateau. Enfin, il va vous rester quelques pions spéciaux. Nous avons en effet un jeton de premier joueur qui sera attribué aléatoirement au début de partie. Ensuite, nous avons des jetons fermeture de boutique, pour l'instant on va les laisser de côté. Nous avons des jetons avec un œil d'un côté et un portail scellé de l'autre, qu'on va aussi disposer à côté du plateau de jeu. Des tuiles hexagonales comme ceci, dont j'expliquerai la signification plus tard et qui sont pour l'instant disposées à côté du jeu. Et enfin, un marqueur terreur qui sera placé sur la case 0 de l'échelle de terreur du plateau de jeu. Mais ce n'est pas tout à fait fini, car vous allez trouver aussi des tuiles de monstres, évidemment, qui vont venir vous embêter. Alors ces monstres sont recto verso, avec un côté blanc et un côté avec une image. Attention, en début de partie, vous allez devoir faire un peu de tri, car il vous faudra trouver les 5 monstres qui ont le mot masque de marqué sur leur dos. On va en effet retirer ces monstres du jeu pour le moment. Ceux-ci vont être disposés soit dans un sac qui n'est pas fourni dans le jeu, soit les redisposer dans une tasse ou dans n'importe quel objet d'où on pourra les tirer aléatoirement. Ou sinon on peut les replacer dans la boîte de jeu en les remélangeant et en tirant aléatoirement à chaque fois qu'un monstre va apparaître. Alors, petite aide de jeu, les monstres que vous allez piocher en cours de partie pourront être placés sur des socles comme ceci. Je vous conseille donc, pour plus de lisibilité, de mettre autant de socles que la limite maximum de monstres qui peuvent être en jeu. Effectivement, cette limite va dépendre du nombre de joueurs, donc elle sera toujours du nombre de joueurs plus 3.
Donc, dans un exemple où nous jouons à 4 joueurs, eh bien ce sera 4 socles plus 3 socles que vous pourrez garder. Les autres pourront être remis dans la boîte. Et comme ceci, lorsque vous utiliserez le dernier socle pour placer un monstre en ville et qu'il n'y en aura plus de disponible sur la table, vous saurez que vous aurez atteint la limite maximum de monstres en ville. Mais ce n'est pas tout à fait terminé pour la mise en place, car il nous reste enfin 2 grandes cartes qui représentent les monstres, les entités extraterrestres venues de mondes parallèles qui tentent d'envahir Arkham et de nous tuer. Ça va être un peu le boss de fin de niveau qu'il va falloir empêcher de se réveiller pour emporter la partie. Alors ces cartes vont être soit mélangées et on va tirer un monstre au hasard, soit sur une première partie, pour la rendre un peu plus simple, prendre le monstre appelé Yig. Mais vous pourrez aussi combattre au fur et à mesure des parties Shub-Niggurath, Azathoth, Astur, Nyarlathotep, Ithaka, Yog-Sothoth ou bien sûr le célèbre Cthulhu. Alors, comment va se dérouler le jeu? Eh bien, vous l'aurez compris, nous avons tous des personnages, nous sommes des investigateurs qui vont tenter d'empêcher en fait un monstre d'apparaître en cette année 1926. Nous sommes au début des années folles, ou en plein cœur des années folles. Chaque joueur va devoir donc tenter de découvrir des indices pour empêcher des portails de s'ouvrir dans la ville d'Arkham et libérer des flots de monstres qui ont attaqué la ville, et qui vont petit à petit, ces portails à chaque fois qu'ils s'ouvrent, vont réveiller, en plaçant des jetons éveil sur la feuille du monstre, en fait, vont éveiller petit à petit ce monstre. Si jamais on est obligé de placer un 10e, par exemple, pour ce personnage, mais ça dépend des monstres, jeton œil sur sa feuille, ce monstre va se réveiller, on aura une dernière chance en tentant de combattre contre lui, mais il aura des gros malus pour nous faire perdre la partie. Et si on arrive à l'empêcher d'apparaître en fermant tous les portails, ou bien arriver à le tuer lorsqu'il se réveillera, on emportera tous la partie. Dans un autre cas, eh bien on perdra tous en même temps. Alors, avant de débuter le jeu proprement dit, il faudra bien lire les capacités spéciales du monstre qu'on a tiré. Donc là, par exemple, avec Yig, nous voyons à gauche qu'il y a des adorateurs. Les adorateurs de Yig sont en réalité des membres du peuple serpent déguisé, leur morsure est très venimeuse. Les cultistes, marqués en gras, ont une valeur de combat de plus 0 et des dégâts de combat de 4 résistance. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans le jeu, il va y avoir des monstres qui sont appelés cultistes. Eh bien, ceux-ci auront des valeurs modifiées par rapport à ce qui est marqué sur leur personnage parce qu'on a tiré ce monstre-là. Donc ça ne prendra effet que quand on tirera un monstre cultiste, pour l'instant ça n'a pas beaucoup d'importance. Ensuite, Yig, la colère de Yig. Tant que Yig est plongé dans son sommeil, c'est-à-dire tant qu'il n'est pas arrivé à 10 points de pion destin de poser sur les différentes cases du plateau de jeu, il gagne un pion de destin quand un cultiste est battu ou quand un investigateur est perdu dans le temps et l'espace. Alors il faudra se rappeler qu'à chaque fois qu'on va battre un monstre cultiste, eh bien on rajoutera un jeton sur cette feuille, ça va le réveiller, ou quand un investigateur sera perdu dans le temps et l'espace, c'est une case spéciale du plateau de jeu, on rajoutera aussi un jeton destin sur la feuille. Début de la bataille, ça ne nous concerne pas pour l'instant puisque ce sera quand Yig se réveillera qu'il faudra le prendre en compte. Et attaque, ça va aussi modifier en fait les attaques des personnages quand ils seront obligés de combattre Yig si jamais il se réveille. Alors sur des parties d'initiation, je vous conseille peut-être de ne pas utiliser les capacités spéciales marquées dessus, c'est-à-dire que vous allez jouer normalement sans prendre en compte du tout ce qui est marqué sur cette feuille pour le moment. Avant de débuter la partie proprement dite, on va déjà tirer une carte mythe sur le dessus des cartes mythes, c'est-à-dire celles qui ont un dos comme ceci représentant des espèces de tentacules et des crocs. On va donc tirer la première carte et on va vérifier que ce n'est pas une carte rumeur. Effectivement, par exemple, celle-ci est une carte rumeur. Si c'est une rumeur, on la défausse et on en repioche une immédiatement. Ah, là c'est un environnement, c'est donc bon. Alors on va résoudre cette carte mythe comme lors des phases mythes du jeu, je vous expliquerai quand est-ce que ces phases arriveront. On va tout d'abord regarder en bas à gauche de la carte, et ça va nous indiquer un endroit du plateau de jeu. Donc là par exemple, la maison de la sorcière. Et bien immédiatement, un portail va s'ouvrir sur cette case-là. On va donc prendre un jeton portail sur le dessus des jetons portail, et on va le révéler en le plaçant sur la maison de la sorcière qui se trouve sur le plateau de jeu.
La maison de la sorcière se trouve ici, il y a un jeton indice dessus qui va être défaussé, il va être effectivement aspiré dans le portail et disparaître définitivement. Il ne pourra pas y avoir de nouveaux jetons indices de placer sur cette case tant que le portail y sera ouvert. Ensuite, un monstre va sortir du portail. Effectivement, ce sera le cas chaque fois qu'un portail s'ouvre. Un monstre apparaîtra. On en tire donc un au hasard dans la boîte, en fait. Et on va le placer en jeu avec un petit socle, comme je vous ai indiqué dans la préparation, tant qu'il arrive sur le portail. Ensuite, toujours sur notre carte mythe, on va regarder ce carré qui se trouve à droite et qui va indiquer les déplacements des monstres. Effectivement, les monstres vont pouvoir se déplacer sur le plateau en suivant les flèches noires ou les flèches blanches, en fonction du symbole qui est dessiné sur ce monstre. On va donc vérifier que le monstre qu'on vient de tirer n'est pas un des symboles présents ici. Ce monstre a effectivement un symbole rond, il se déplace normalement en suivant les flèches noires. Mais attention, il y a quelques exceptions, et là nous sommes dans ce cas, car ce monstre a une bordure jaune. Les monstres à bordure jaune ne se déplaceront jamais. Ils resteront toujours sur la case où ils se trouvent. Donc là, il n'y a pas de problème, notre sorcier va rester sur le portail. Enfin, après avoir effectué ces deux choses, on va lire le texte qui est marqué et appliquer les effets de la carte. En général, en fin d'activité de carte, il y a marqué un indice apparaît à un endroit. Donc là, par exemple, un indice apparaît à Caverne Noire. Je vais donc prendre un pion indice et le placer sur la caverne noire qui se trouve ici. Il y a donc deux jetons indices puisqu'un premier était déjà placé en début de partie. Alors attention, il y a trois types de cartes mythes. Nous avons des cartes gros titres, des cartes rumeurs et des cartes environnement. Les environnements et les rumeurs resteront sur la table alors que les gros titres seront défaussés immédiatement. Donc là par exemple, nous avons tiré un environnement, il va rester sur la table et on appliquera ce qui est marqué dessus jusqu'à ce qu'un autre environnement prenne sa place. Mais je vous reparlerai de ça un peu plus en détail plus tard. Sur une partie d'initiation, vous pouvez aussi décider, alors c'est un conseil que je donne qui n'est pas marqué dans la règle du jeu, de ne pas utiliser les capacités spéciales des cartes, c'est-à-dire de ne faire que l'apparition des portails, l'apparition des monstres et le déplacement des monstres. Vous pouvez aussi ignorer les capacités spéciales des monstres ainsi que leurs couleurs pour toujours les faire se déplacer en fonction de ce qui est marqué sur la carte. En utilisant cette option, on n'aurait pas considéré que ce pion-là, par exemple, ne se déplaçait pas, et comme il a un rond vert de dessiné, il se serait déplacé en suivant une flèche noire. Comme les flèches de départ sont blanches et noires à la fois, il serait arrivé sur cette case-là. On va donc pouvoir commencer la partie, et chaque grand tour de jeu va se dérouler en 5 phases. Une phase d'entretien, que tout le monde pourra réaliser en même temps, une phase de mouvement qu'on effectuera à tour de rôle en commençant par le premier joueur, une phase de rencontre à Arkham qui se déroulera aussi à tour de rôle à commencer par le premier joueur, une phase de rencontre dans les autres mondes, à condition bien sûr qu'il y ait quelqu'un dans les autres mondes, toujours pareil dans le sens des aiguilles d'une montre, et enfin une case de mythe où on tirera à nouveau une carte de mythe pour faire apparaître un portail et des monstres.